Après avoir vu la délégation de pouvoir et les clauses relatives aux résultats, voyons dans un petit c une clause bien connue qui est la clause de mobilité. La clause de mobilité prévue au contrat de travail ou dans une disposition conventionnelle oblige le salarié à changer son lieu de travail et ou son activité professionnelle en fonction de l'intérêt de l'entreprise. C'est la manifestation du pouvoir de direction de l'employeur. Le salarié, normalement, doit en toute logique se soumettre à la clause dont l'application ne va entraîner aucune modification de son contrat de travail, mais un simple changement de ses conditions de travail qu'il ne peut a priori pas refuser. Auparavant, et à l'exception du détournement de pouvoir, la clause était toujours réputée licite. On considérait que le salarié avait signé la clause, même s'il ne savait pas trop ce que ça voulait dire, tant pis pour lui, l'employeur pouvait le muter, l'envoyer ailleurs, dans un autre établissement, dans une autre entreprise s'il s'agit d'un groupe, et il n'avait rien à dire. Mais à la fin des années 2000, la Cour de cassation va commencer à s'intéresser à la validité des clauses de mobilité. Parce qu'elle va s'apercevoir que ces clauses peuvent aller à l'encontre des libertés individuelles du salarié. Et c'est tout aussi, un peu curieux, mais bien que contractuelle, la clause va pouvoir être annulée si elle porte atteinte aux libertés fondamentales du salarié. Je vous propose de voir en 2 points ce contrôle qu'exerce le juge sur la clause de mobilité. Et à l'occasion de ces 2 points, j'aurai l'occasion de voir différents éléments, mais ne vous inquiétez pas, je vais ponctuer mon propos de manière à ce que vous puissiez suivre correctement. Premier point, le contrôle portant sur la validité de la clause de mobilité. Ce contrôle portant sur la validité de la clause de mobilité concerne à la fois son objet et son champ d'application. Tout d'abord, alpha, si vous voulez, l'interdiction des clauses de mobilité, résidence ou la protection de la liberté du domicile du salarié. C'est par un arrêt très important du 12 janvier 1999 que l'on appelle l'arrêt Spillers, S-P-I-L-2-E-R-S, que la Chambre sociale de la Cour de cassation va opérer un contrôle de la régularité de la clause sous l'angle des libertés individuelles du salarié et notamment du droit au respect du domicile. Ce qui est intéressant, c'est que pour rendre plus forte sa décision, pour que tout le monde sache qu'il s'agit d'une décision importante, la Cour de cassation va viser 2 textes. 3 en fait, mais 2 dans un premier temps. Elle va viser l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prône le respect de la vie privée, et elle va viser son pendant, l'article 9 du Code civil. De quoi s'agit-il dans cet arrêt Spillers? Monsieur Spillers travaille dans la région parisienne et il a signé une clause de mobilité l'obligeant à rejoindre, quand son employeur va devoir lui demander de partir, de rejoindre la région de Montpellier. Monsieur Spillers travaillait, un beau jour, son employeur arrive et lui dit « Ah, monsieur Spillers, ça y est, il faut y aller. » Monsieur Spillers dit « Pas de problème, je vais y aller. » Et il part travailler à Montpellier. Mais, que se passe-t-il? Il garde son domicile personnel dans la région parisienne. Et vous l'aurez compris, il va prendre un petit domicile d'appoint dans la région de Montpellier, ce qui veut dire qu'il fait des allers-retours, le week-end, il est chez lui à Paris et durant la semaine, il est à Montpellier. L'employeur est furieux
Il considère que M. Spillers a violé la clause de mobilité parce que, selon lui, la mobilité professionnelle s'entend également d'une mobilité du domicile. On peut comprendre la position de l'employeur. Si vous avez quelqu'un qui habite à 800 km durant la semaine, bon, il est là. Mais s'il y a une réunion importante, un dossier de dernier moment, maintenant on a Internet, c'est différent, mais en 1999, bon, c'était des balbutiements. Ce qui veut dire que son salarié n'était pas à sa disposition. La Cour de cassation n'entend pas donner raison à l'employeur. Au visa de l'article 8 de la CEDH et de l'article 9 du Code civil, je l'ai dit, elle rajoute le visa de l'article L1121-1 du Code du travail, qui, je vous le rappelle, prône le principe de proportionnalité. Et elle énonce la chose suivante. Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne justifient ni le caractère indispensable pour l'entreprise d'un transfert du domicile, alors que le salarié proposait d'avoir une résidence à Montpellier, ni le caractère proportionné au but recherché de cette atteinte à la liberté de choix du domicile du salarié, et alors qu'elle n'expliquait pas en quoi les attributions de M. Spillers exigeaient une présence permanente à Montpellier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Ce que la Cour de cassation entend protéger, c'est donc le droit au respect du domicile, et elle condamne, dans ce premier arrêt, les clauses de mobilité, trait d'union, résidence. Aucun employeur ne peut exiger que son salarié habite à côté de son travail. Par la suite, dans un autre arrêt concernant des avocats salariés, un arrêt de la première civile du 7 février 2006, la Cour de cassation va donner la même réponse. Il s'agissait en fait de jeunes avocats pour un gros cabinet parisien à qui, dans le contrat de travail, on demandait d'habiter dans le périmètre de l'entreprise, enfin du cabinet plus exactement, de manière à avoir une meilleure intégration. Là encore, c'était des clauses de mobilité-résidence déguisées. Voilà pour le premier exemple concernant le contrôle portant sur la validité de la clause de mobilité. Voyons dans un bêta, deuxième exemple, le rejet de l'unilatéralité de la clause et sa nécessaire délimitation géographique. Par une série d'arrêts rendus le 14 octobre 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation, notamment dans un arrêt Emmaüs, au pourvoi numéro 07-42-352, va reprendre une décision qu'elle avait déjà donnée en 2006. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une salariée d'Emmaüs qui a signé une clause de mobilité et, en l'espèce, cette clause de mobilité lui demandait de se rendre dans toute la zone d'activité de l'Union des amis et compagnons d'Emmaüs, soit sur l'ensemble du territoire, mais à chaque fois qu'une nouvelle association était implantée. Il y avait donc dans cette clause de mobilité imposée à cette salariée une forme d'ignorance, puisque à chaque fois qu'une nouvelle société des compagnons d'Emmaüs était implantée, eh bien, elle ne pouvait en aucun cas savoir à l'avance où elle irait. Depuis donc cet arrêt Emmaüs, qui reprend, je le dis encore une fois, une décision de 2006, on déclare qu'une clause de mobilité doit définir de manière précise sa zone géographique d'application. Toutefois, peut-être vous vous êtes interrogé sur ce que je viens de vous dire, puisque je vous ai dit que la clause concernant la salariée d'Emmaüs était applicable sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'à votre avis, une clause de mobilité peut concerner tout le territoire français, point? Ça peut paraître disproportionné, ça peut paraître peu fiable,
Et pourtant, dans un arrêt de la Chambre sociale du 9 juillet 2014, au pourvoi numéro 13 11 906, la Chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré que la clause de mobilité applicable sur tout le territoire français est suffisamment précise. Il y a une véritable délimitation de la zone géographique. Après avoir vu dans un premier point le contrôle portant sur la validité de la clause, voyons dans un deuxième point le contrôle de la mise en œuvre de la clause de mobilité. Ce contrôle de la mise en œuvre de la clause de mobilité, vous allez pouvoir vous en apercevoir vous-même, va tourner autour de l'articulation du pouvoir de direction et des libertés fondamentales des salariés. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, je vais diviser mon propos en un alpha, bêta, gamma. Mon grec étant peu développé, j'espère que cela suffira. Donc, en premier lieu, alpha, l'obligation d'exécuter la clause de mobilité de bonne foi et l'abus dans la mise en œuvre de la clause. L'employeur et le salarié ont l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Mais la Cour de cassation a décidé qu'en matière de clause, justement, de mobilité, cette bonne foi était présumée au bénéfice de l'employeur. Il s'agit d'un arrêt de la Chambre sociale du 23 février 2005, l'arrêt Leviel, L-E-V-I-E-L, que vous trouverez au droit social 2005, page 639. Ce qui veut dire qu'il appartient au salarié de prouver que l'employeur a détourné l'objet de la clause ou en a fait un usage abusif. Par exemple, en démontrant que l'employeur a décidé cela pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise. Même si cela peut paraître un peu dur, la charge de la preuve repose sur le salarié. Est-ce que l'on connaît des cas d'abus de l'employeur dans la mise en œuvre de la clause? Oui, on en connaît, et en général, ils vont avoir un lien avec la protection des libertés fondamentales du salarié et notamment une protection de sa vie personnelle et familiale. Ainsi, dans un arrêt ancien du 18 mai 1999, il s'agissait d'un salarié qui habitait Villeneuve-Saint-Georges, dans la région parisienne, dans la grande région parisienne, la Grande Couronne, et il avait signé une clause de mobilité qui l'enjoignait de rejoindre Tourcoing. Au moment où son employeur décide de mettre en œuvre la clause de mobilité, le salarié refuse. Il est licencié, il conteste son licenciement et la Cour de cassation lui donne raison. Et savez-vous pourquoi? Eh bien pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il y avait d'autres salariés à la place de celui-là qui pouvaient le remplacer et aller à Tourcoing. Et surtout parce que sa femme était enceinte de 7 mois. On va alors considérer qu'il y a un abus de l'employeur dans la mise en œuvre de la clause parce que, eh bien, on essaie de protéger la vie personnelle et familiale du salarié. Ensuite, dans un point bêta, voyons l'application relative du pouvoir de direction de l'employeur. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que l'employeur ne peut pas tout faire dans le cadre de la mise en œuvre de la clause de mobilité et que je vais vous en donner deux exemples. Premier exemple, est-ce qu'un employeur peut muter pour des petites missions ponctuelles en dehors du champ d'application de la clause de mobilité? Il y a un arrêt ancien
du 21 mars 2000, chambre sociale, concernant une dame Marchand, qui va vous montrer la difficulté du problème. Il s'agit d'une salariée d'un groupe qui a des établissements à l'étranger. Elle a une clause de mobilité qui s'étend à tout le territoire français. Jusque-là, pas de souci. Mais son employeur va lui imposer une mission ponctuelle en dehors de la délimitation de la clause de mobilité en Allemagne. Cette mission ponctuelle doit durer 2-3 mois. Elle refuse, elle est licenciée. C'est toujours la même chanson, là aussi, vous l'aurez bien compris. Est-ce que cet employeur pouvait muter cette salariée? Eh bien, oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, elle était cadre. Or, je ne vous l'ai pas encore dit, mais les cadres doivent toujours donner l'exemple. Et on va considérer que, même si la clause de mobilité était limitée au territoire français, compte tenu de ses fonctions dans l'entreprise, elle devait à l'entreprise d'effectuer cette mission. Et puis, évidemment, la deuxième chose que vous ne pouvez pas deviner, c'était qu'elle était la seule à parler allemand, ce qui facilitait la mission également. Donc, possibilité pour l'employeur d'imposer des missions ponctuelles en dehors du champ d'application de la clause. Pourtant, comme c'est une manifestation du pouvoir de direction, ultérieurement, dans un arrêt du 3 février 2010 au pourvoi numéro 08 41 412, la Chambre sociale de la Cour de cassation a désormais fixé 3 conditions pour que les missions ponctuelles en dehors du champ d'application de la cause soient valables. Première condition, l'affectation doit être motivée par l'intérêt de l'entreprise. Deuxième condition, elle doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles. Troisième condition, le salarié doit être informé préalablement, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible. Voilà pour le premier exemple concernant le point bêta. J'espère que vous suivez mon plan un petit peu spécial. Deuxième exemple, toujours dans ce bêta, je vais vous parler d'une question un peu particulière, puisqu'en fait vous ne l'avez pas encore vu dans le cours, mais bon, c'est pas grave, hein, le cours, je vous l'ai déjà expliqué, est transversal, donc je suis bien obligée de parler de choses que vous n'avez pas encore vues. Je vais vous parler de l'articulation de la clause de mobilité et des éléments essentiels du contrat de travail. Une question effectivement peut être soulevée lorsque la clause de mobilité a une incidence sur l'un des éléments essentiels du contrat de travail. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait 3 éléments du contrat qui étaient particuliers. La durée du travail, la qualification et la rémunération. Et bien là, je vais vous parler d'un arrêt qui justement va confronter la compatibilité d'une clause de mobilité et un de ces éléments essentiels. Il s'agit d'un arrêt de la Chambre sociale du 15 décembre 2004 dans une affaire Histoire d'or. Dans cette affaire, alors Histoire d'or, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de bijoux. Une salariée travaille, alors je crois que c'est, je ne sais plus exactement si c'est sur les Champs-Élysées ou juste à côté des Champs-Élysées. Elle travaille donc dans une boutique Histoire d'or et, particularité, elle a un salaire fixe et un variable. Et ce salaire variable correspond au profit du magasin, c'est-à-dire au chiffre d'affaires qu'il réalise. Elle a signé une clause de mobilité qui permet à l'employeur de l'envoyer dans n'importe quel magasin Histoire d'or, de la muter. Ce qu'il décide de faire un jour, et puis donc il l'envoie dans un magasin Histoire d'or qui est situé dans la banlieue parisienne, dans un centre commercial. Elle refuse, elle est licenciée. Qui l'emporte? La clause de mobilité et le pouvoir de direction ou l'élément essentiel du contrat? Vous l'aurez deviné, c'est évidemment l'élément essentiel du contrat, à savoir la rémunération. Puisque on peut imaginer facilement
que dans le nouveau magasin Histoire d'Or, le chiffre d'affaires soit moindre que sur les Champs-Élysées. Et donc, comme on ne peut pas toucher à la rémunération du salarié sans son accord, ce que je vous expliquerai plus tard, elle était en droit de refuser. Alpha, bêta, gamma. On s'arrêtera là, je vous promets. Gamma, la prise en compte des droits et libertés fondamentaux du salarié. Je vais là conclure en vous expliquant à nouveau combien la Chambre sociale s'attache à protéger la vie personnelle et familiale des salariés, même s'ils ont signé une clause de mobilité. L'un des arrêts du 14 octobre 2008, dont je vous ai parlé tout à l'heure, va nous permettre de comprendre comment on peut protéger ces libertés fondamentales du salarié. Il s'agit d'une décision concernant une salariée à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, lié par une clause prévoyant des possibilités de déplacement dans toute la France et à l'étranger, sachant que son poste initial est fixé à Marseille. Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous imaginez, elle a dû revenir de congé de maternité il y a quelque temps, elle prend un congé parental. Congé parental qu'on peut prendre jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant et qui permet de travailler à temps partiel et puis d'avoir 1 ou 2 ou 3 jours où on s'occupe de son enfant. Elle est en poste à Marseille, on prévoit des déplacements dans toute la France et à l'étranger. Un beau jour, son employeur lui impose une mission de 3 mois en région parisienne, sachant qu'il lui demande de résider sur place. Elle doit donc partir 3 mois et habiter 3 mois à Paris. Elle refuse et elle est licenciée. En application du principe de proportionnalité, au visa de l'article L1121-1 du Code du travail, les juges vont considérer que l'employeur avait méconnu le droit au respect de la vie privée, de la vie personnelle et familiale du salarié.